Bonjour, vous êtes directeur général de l'Agence nationale des fréquences. Est-ce que vous pourriez nous présenter cette institution qui n'est pas très connue en réalité? L'Agence des fréquences est née en même temps que l'ARCEP, en 1997, et donc elle a trois missions principales. D'abord, elle s'occupe des négociations internationales pour toutes les fréquences, pour l'ensemble des usagers du spectre, donc négociations à l'UIT au niveau européen. Ensuite, elle s'occupe de tenir un cadastre de tous les sites de plus de 5 watts qui sont utilisés en France. Donc on est le seul endroit en France où on a la visibilité complète de tous les sites qui émettent des fréquences, que ce soit dans la défense, transport, bien sûr télécom, audiovisuel. Et puis la troisième partie de l'agence, la troisième mission, c'est une mission de police du spectre. On a en réalité la moitié des agents de l'agence qui sont des contrôleurs du spectre et qui vérifient la mise en œuvre des accords aux frontières et entre les bandes de fréquences. Puis comme les trois mousquetaires, en fait, on a une quatrième mission qui est un ensemble de missions pour le compte des usagers du spectre, comme l'ARCEP, qui nous confie, parce qu'on est des techniciens du spectre, des missions techniques autour du spectre. Donc par exemple pour l'ARCEP, on s'occupe de la PMR, c'est-à-dire des fréquences des réseaux professionnels. On fait aussi avec le CSA des travaux sur la protection de la réception de la télévision. Donc on est sollicité sur des domaines particuliers qui dépendent des affectataires du spectre. Vous venez parler d'affectataires des fréquences. Alors qu'est-ce qu'un affectataire et quelles sont les relations entre l'agence et ces fameux affectataires? L'agence travaille avec des grossistes du spectre qu'on appelle les affectataires. En France, on a 11 affectataires. On a 2 autorités administratives indépendantes, le CSA et l'ARCEP, et donc 9 départements ministériels, comme par exemple la Défense, les Transports, l'Outre-mer ou le ministère chargé de l'Espace. Donc ces affectataires reçoivent des bandes de fréquences, et ensuite, selon leurs lois, leurs règlements, ce sont eux qui allouent ces fréquences à leurs ressortissants, par exemple les opérateurs de télécommunications dans le cas de l'ARCEP ou les radios FM dans le cas du CSA. Donc c'est sous leur responsabilité. Une fois que les affectataires ont alloué les fréquences individuellement, ensuite on revient éventuellement dans le jeu pour vérifier que les fréquences sont utilisées de manière conforme aux autorisations et également pour faire des enquêtes en cas de brouillage. Parce que le problème des fréquences, c'est que des brouillages peuvent intervenir et en cas de brouillage, il faut faire une enquête, comprendre qui l'a provoqué pour faire cesser le brouillage. En parlant de brouillage, on a beaucoup entendu parler de brouillage entre la 4G dans la bande 800 et la TNT. Qu'en est-il exactement? C'est un point qui a été vu très tôt par le régulateur, puisque dans les licences de LTE 800, comme on l'appelle, on a une clause qui précise que les opérateurs doivent remédier au brouillage. Effectivement, les bandes de LTE 800 et les bandes de TNT sont mitoyennes, donc il y a un risque que les antennes relais brouillent des réceptions de télévision quand les gens sont proches des antennes relais avec leur antenne râteau. Donc l'agence est sur le terrain depuis les premiers tests et elle doit s'assurer que les brouillages sont caractérisés et ensuite qu'ils sont résolus par les opérateurs. On a mis en place un centre d'appel qui nous permet d'avoir une visibilité extrêmement précise de ce qui se passe dans toutes les villes où on a fait des tests. Donc on a fait en particulier avec les opérateurs un test de grande ampleur à Saint-Étienne. Et là, on a pu constater qu'effectivement, il y a quelques brouillages. Alors, ces brouillages sont beaucoup moins nombreux que ce qu'on imaginait. Ce sont quelques unités par antenne relais implantée. Et chaque fois que le brouillage a été constaté, on a pu y mettre fin en mettant un filtre entre l'antenne râteau et la télévision. Donc, c'est un déplacement d'antenniste qui est pris en charge par les opérateurs. L'antenniste pose un filtre et la télévision refonctionne. Autre sujet dont on entend beaucoup parler en ce moment, le deuxième dividende numérique, la fameuse bande 700 MHz. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire à ce jour? La bande 700 MHz est une affaire qui est finalement apparue dans le paysage de manière assez rapide, plus rapide qu'on ne le pensait au moment de la conférence mondiale des radiocoms de 2012. Ça fait maintenant 1 an et demi qu'elle a eu lieu presque. Et donc ce qui va se passer, c'est qu'à la fin de la conférence mondiale de 2015, donc en décembre 2015, tous les pays de la zone Europe, Moyen-Orient, Afrique auront la faculté, s'ils le souhaitent, d'affecter cette bande aux télécoms, alors que pour l'instant, elle est pour l'audiovisuel. Donc ça pose à tous les pays, en particulier d'Europe, une question qu'ils doivent résoudre, et le plus tôt sera le mieux, bien sûr, qui est de savoir s'ils désirent utiliser cette faculté et donc transférer la bande aux télécoms, ou au contraire la laisser à l'audiovisuel. En France, la position qui a été prise est d'étudier un scénario rapide de transfert de la bande aux télécoms. Et aujourd'hui, l'agence, comme tous les acteurs concernés, l'ARCEP, le CSA et bien sûr les instances gouvernementales, le ministère de la Culture et le ministère chargé de l'économie numérique,
sont en train d'instruire le dossier pour avoir, à la fin de l'été, une position permettant de décrire comment ce transfert rapide peut être réalisé. L'agence organise très bientôt un grand colloque sur le thème des fréquences, levier de croissance de l'économie. Pourquoi avoir choisi ce thème qui est très volontariste ? C'est notre premier colloque de cette ampleur et on le fait à la demande de Fleur Pellerin, donc ministre de l'économie numérique, puisque les fréquences aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui permet d'accéder très facilement à des clients, à des acteurs dans la cité, sans infrastructure. C'est quelque chose qui va accélérer la mise en place de start-up, par exemple, de nouveaux services, et qui présente une grande fluidité. Bon. Mais les fréquences, finalement, on s'en sert depuis des décennies, et aujourd'hui, le spectre des fréquences contient énormément de services. Certains sont modernes, d'autres le sont moins. On peut sans doute faire des progrès pour améliorer la gestion de ce spectre, la rendre plus rapide, plus fluide, et permettre à des acteurs innovants d'arriver avec une possibilité d'utiliser des fréquences et de toucher plus vite leurs clients ou les différents acteurs, puisqu'on parle de clients, mais on peut par exemple penser aussi à tout ce qui est Internet des objets et qui vont nécessiter aussi beaucoup de capacités de transmission avec des millions, des milliards peut-être de terminaux, de mini-terminaux. Donc tous ces sujets qui arrivent avec les technologies modernes doivent trouver une place dans les fréquences. Mais maintenant, le spectre a été presque entièrement exploré. Les appareils ne sont pas capables non plus d'utiliser des bandes de fréquences qui sont très hautes parce qu'elles sont très peu porteuses. Donc il faut remembrer le spectre, il faut trouver les nouveaux usages d'un monde qui est fini. Et ça, effectivement, ça peut créer de la croissance parce que les fréquences sont très rapidement mobilisables. C'est le moyen le plus simple et le plus rapide de toucher directement tous les acteurs qui sont autour de nous.